remercier de prendre place. Nous sommes bien heureux de vous accueillir ce soir encore une fois dans ce bel auditorium mis à notre disposition par le réseau des nouvelles bibliothèques de la municipalité de Rouen, que nous remercions, notamment ses animateurs et surtout ses animatrices, dont j'aperçois une responsable dans la salle. Donc une conférence économie sociale et solidaire ou social business, point d'interrogation. Voici le déroulement et le minutage que nous essaierons de tenir. Un exposé de 45 minutes, si possible, par Vincent Lemaître, membre du Bureau national de l'Union des familles laïques, et que nous remercions de son déplacement depuis Lille pour cette conférence. Le débat sera animé par Pierre Miléo et présenté par Pierre Miléo, administrateur du CREAL, et qui s'est intéressé au syndicat de fonctionnaires, au mutualisme, notamment au travers d'une thèse d'histoire soutenue en mai ici à Rouen. Ce qui est maltraité et même massacré à Rouen, c'est l'environnement. 2 semaines avant l'explosion de Lubrizol, l'édito de Combat laïque disait « Sortir de l'insécurité. L'insécurité, source d'inquiétude et souvent de repli, prend des proportions inédites. Elle recouvre maintenant tous les compartiments marchandisés de la vie individuelle et sociale de l'humanité. Le néolibéralisme, de fait le capitalisme, en apparaît comme le responsable, y compris pour notre environnement. Nous sommes, semble-t-il, ici, à l'opposé des valeurs de l'économie sociale et solidaire quand elles ne sont pas récupérées et piétinées par le social business. Nous sommes plutôt, avec Lubrizol, dans les eaux glacées du calcul égoïste. La loi ESSOC de 2018, qui signifie un État au service d'une société de confiance, n'est sans doute pas étrangère au scandale. Cette loi, dite aussi du droit à l'erreur, permet de se passer du contrôle par une entité indépendante pour une extension de sites industriels ou de stockage, désormais à l'appréciation des préfets. Ce qui a été le cas pour Lubrizol en janvier et en juin 2019. Quelle confiance accorder à des entrepreneurs en matière d'environnement, en l'occurrence, quand ici ils sont récidivistes? Quelle incidence de la dilution des CHSCT, Comités d'hygiène et de sécurité, et des conditions de travail? Mesurons le cynisme de la communication officielle sur la santé et l'environnement. La réalité, c'est que 2 ministères sont la cible de suppression de postes. Santé, moins 396 postes en 2020. Transition écologique et solidaire, moins 1769 postes en 2020 et moins 4961 d'ici 2022. Dès lors, on s'aborde les outils et moyens de contrôle en matière de santé et d'environnement. Quelle confiance peut avoir la population? Où est l'intérêt général cher aux laïcs? Nous mettons à votre disposition le tract d'appel qui vient de sortir, le tract unitaire d'appel à manifestation. Le CREAL en est signataire, mardi 8 octobre à 18 h au Palais de Justice. Confiance est aussi le mot utilisé par Jean-Michel Blanquer pour ses contre-réformes. Nous avons une brochure sur le sujet qui est à votre disposition. Un dernier mot pour dire que pour le CREAL 76, combat laïque et combat social sont indissociables. Ils requièrent la référence à des valeurs universalistes permettant de dépasser les particularités et les communautés. C'est la condition de concrétisation de l'unité la plus large pour faire advenir une république vraiment démocratique, laïque et sociale. Je passe la parole à Pierre. Merci. Bonsoir à tous. Je vais essayer de rapidement introduire les propos que Vincent tiendra tout à l'heure. Alors, l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle économie sociale et solidaire, c'est ce qu'autrefois on appelait tout simplement l'économie sociale. Ces termes désignaient toutes les entreprises artisanales, agricoles, industrielles ou commerçantes fondées sur la coopération entre ces acteurs, leur participation à la gestion et à la répartition des fruits de l'entreprise et assurer un lien direct entre le producteur et le consommateur sans autre intermédiaire.
Le juste prix et la possibilité de vivre décemment de son travail y sont les seuls principes reconnus. La solidarité et l'entraide viennent s'y joindre avec les sociétés, ce qu'on a appelé les sociétés de secours mutuels. Autant dire que cette économie entendait sortir des a priori et présupposés de l'économie libérale. En marge de l'économie dominante, elle a une longue histoire puisqu'elle se fonde sur des sentiments et des valeurs indispensables à la vie humaine en société. Sans vouloir faire une histoire exhaustive de cette économie sociale, on peut constater qu'elle est d'essence populaire et qu'elle se renouvelle à la naissance du monde ouvrier au début du XIXe siècle, qui la met en place comme un moyen de défense face aux conséquences catastrophiques pour elle de l'économie libérale et de la domination du patronat. En effet, le prolétariat qui produit l'essentiel de la richesse est exclu de ses bénéfices et de toute décision dans le processus de production qui repose fondamentalement sur son exploitation. Pour se protéger, il met en place des systèmes de solidarité empiriques qui reposent surtout sur des coopérations et financements locaux et de cotisations qui fondent ces associations au but bien défini de faire face ensemble aux aléas de la vie, alors bien présents, mais dont aucune autorité ne se souciait vraiment concrètement, les renvoyant à la sphère privée. On a pu alors constater très vite que cette économie sociale est venue se loger dans l'espace social laissé libre par l'État et l'économie libérale. Rapidement, ces associations se trouvent en but à l'opposition du patronat qui y voit une forme de résistance à sa domination et à sa liberté d'entreprendre, fondée sur le profit tiré de la production qu'il a financée. Il combat activement ces groupements en les faisant interdire et en faisant interdire ce qu'il appelle des coalitions, auxquelles il assimile même les sociétés de secours mutuels et les coopératives ouvrières. Mais la question sociale ne peut plus être niée à partir du milieu du XIXe siècle et les différents gouvernements doivent y répondre. L'État social qui se crée en même temps que la Troisième République finit par reconnaître l'existence légale des syndicats en 1884, accorde une charte qui réglemente plus libéralement le fonctionnement de la mutualité, qui la débarrasse de la tutelle des notables en 1898. La loi de 1901 sur les associations facilite le développement des coopératives de production et de consommation. Enfin, la loi Ramadier de 1947 leur donne un statut, notamment aux sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP. Après le premier conflit mondial apparaissent des besoins énormes en moyens financiers dus au progrès de la médecine et de la chirurgie et qui transforment le fonctionnement de l'hôpital et de ses agents. Le problème des assurances sociales est alors posé. On fait appel aux mutuelles pour soutenir le système mis en place, mais c'est loin de résoudre la question. C'est pourquoi, à l'issue du second conflit mondial, le Conseil national de la résistance crée un système de sécurité sociale qui doit assurer à, je cite, tout être humain le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Fin de la citation. Jusqu'à la fin des années 1970, ce secteur prospère sur ses bases traditionnelles et se regroupe pour faire face à la concurrence libérale. Il participe à l'expansion de l'économie française et crée de grandes mutuelles d'assurance automobile et immobilière, de santé complémentaire, des mutuelles de santé complémentaire de la sécurité sociale et des mutuelles également de consommation appuyées sur l'adhésion de professions entières et de leurs syndicats. Notamment les fonctionnaires sont parmi eux. On a pu alors parler de la je cite entre guillemets, de la forteresse enseignante, à laquelle celle des agriculteurs n'avait rien à envier. À la fin des années 1970, il participe à la lutte contre cette économie sociale et solidaire, participe à la lutte contre le chômage qui fait son retour en France et s'intéresse aux questions environnementales. En 1978, la loi sur les SCOP modernise le statut de 1947 et leur permet de développer leurs activités de production.
Enfin, en 2014 et 2018, une nouvelle législation encadre les activités de l'ESS, dont Vincent Maître nous parlera plus largement tout à l'heure, pour l'adapter à la réglementation européenne, pour qui elle est une particularité française. Cette économie sociale et solidaire, le terme est reconnu juridiquement après 1981, est présente partout, notamment en Seine-Maritime, où elle a une longue histoire et une longue tradition. Présente dans tous les secteurs de l'activité économique du département, elle s'y trouve aussi dans la culture et la formation. Autant dire qu'elle y est un employeur non négligeable, et certaines de ces sociétés y ont même installé leur siège social. Elle a atteint un tel développement qu'il n'est plus toujours facile de la cerner et de la comprendre. Alors c'est pourquoi nous avons invité Vincent Lemaître, qui est professeur de mathématiques, militant laïque, membre de l'UFAL, pour nous donner un éclairage sur cette économie qui, en principe, encore aujourd'hui, proclame sa différence avec l'économie libérale et prétend s'appuyer sur un réseau militant porteur des valeurs de solidarité, de justice sociale, de lutte contre l'exclusion et de préservation de la planète. C'est pourquoi je passe la parole à Vincent. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Francis. Merci beaucoup à vous tous, à toutes et à tous ce soir d'être venus entendre parler de ce thème, de ce sujet. Avant de commencer, je tiens à dire que je vais dédier cette conférence débat à une institutrice, comme on le disait avant, à Madame Christine Renon, qui, avant de mettre fin à ses jours, avant d'aller vers le pire, a adressé une lettre qui finalement ne fait que relater la vie des enseignants du primaire, qui n'a rien à envier non plus à l'ensemble du service public et du service de santé, les hôpitaux, les urgences, etc. Alors, je vais vous parler effectivement d'économie sociale et solidaire et de social business à l'heure des choix de société, sachant que j'interviens bien dans le cadre militant et dans le cadre laïque, non pas en tant que professeur et en tant qu'universitaire. Alors, effectivement, je suis arrivé sur ce thème parce que je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle Ashoka. J'y suis arrivé un petit peu par hasard, et tombant sur Ashoka, je me suis posé la question de savoir exactement ce que c'était, de ce que ça recouvrait. En l'occurrence, il a été nécessaire de faire un petit peu d'histoire et d'aller voir ce que économie sociale et solidaire voulait dire. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ah, mais coupure, non c'est bon. Alors, René de la Tour du Pin nous dit qu'il y a 3 écoles en économie sociale et solidaire, celle où on considère l'homme comme un frère, comme une bête, ou tout simplement comme une chose. Et alors ça, c'est incroyable de voir à quel point il était visionnaire sans le savoir. Il n'a pas fait exprès, mais on se rappellera de cette phrase tout au long de la conférence. Alors là, on peut voir Godin devant le Familistère à Guise, près d'Amiens. Enfin, on peut essayer de deviner, parce que c'est vrai que la diapo est un petit peu floue. Et donc, je vais commencer à vous parler d'économie sociale et solidaire, en vous parlant tout d'abord d'économie sociale par le Familistère à Guise, à côté d'Amiens. Donc, c'est très simple. Godin fait son tour de France, hein, il était serrurier, et en revenant du côté de Guise, il se rend compte qu'il y a à peu près la moitié de la population ouvrière qui meurt avant la puberté. Inconcevable, pas croyable, tout simplement parce que les conditions d'exploitation capitaliste étaient terribles. Alors, il se dit qu'en économisant, si chacun économise un petit peu, on peut mettre de l'argent en commun, et avec cet argent, faire un petit peu d'éducation, d'une part, et d'autre part, acheter des produits de première nécessité, du bois de chauffage, etc., etc. Et puis finalement, avec cette éducation, on est plus performant, donc on peut mieux produire. On peut mieux produire quoi? Eh bien les poêles Godin, qui aujourd'hui sont les cheminées Philippe. Donc au fur et à mesure, il va, créer une inertie autour d'une unité de production, et progressivement vont se développer une école, un théâtre, etc., etc., et une vraie petite ville. Et ça durera quand même plus d'un siècle. Alors, c'est très important parce qu'il montre quoi? Il montre qu'on peut tout à fait être éduqué,
car à ce moment-là, les populations ouvrières en place étaient analphabètes. Donc, il montre bien qu'on peut survivre, avoir un travail digne, décider de ce qu'on produit, être éduqué, sans pour autant épouser les valeurs de la bourgeoisie. Voilà ce qu'il fait. Et ça, c'est sur plus d'un siècle. Un bon exemple d'économie sociale. Un autre. Dès qu'on parle d'économie sociale, il faut parler des équitables pionniers de Rochdale. Rochdale, c'est à côté de Liverpool, ce sont des tisserands anglais qui, effectivement, pour des raisons à peu près similaires, se regroupent et décident de créer une espèce de petite ville, effectivement, où la solidarité va être importante entre tous les acteurs et tous les travailleurs. Donc, Rochdale est important pour une raison, c'est que, grâce à Rochdale, les principes fondateurs de l'ESS vont être établis. Donc, ces principes sont écrits là. Un homme égale une voix, principe de la porte ouverte, pas de crédit, restitution du trop perçu, éducation et neutralité politique et religieuse. Tout comme la phrase de René de la Tour du Pin, ça on va le garder en tête quand on parlera d'Ashoka tout à l'heure. Parce qu'on va se poser une question fondamentale. Est-ce que l'ESS est soluble dans le social business et inversement? Vous m'excuserez de parler de la langue de l'occupant, social business. Il faut savoir que dans la revue universitaire, le RECMA, qui est une revue de recherche, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça que mes confrères l'appellent, social business. Bon, bref, on n'y est pas encore. Parlons d'ESS, d'économie sociale et solidaire. Deux exemples. Le deuxième fondateur de ce qui va créer derrière vraiment les piliers de l'économie sociale. Piliers qui seront repris par l'économie solidaire, c'est-à-dire tout le mouvement associationniste, c'est-à-dire tout le mouvement des associations qui va connaître une résurgence à partir de 1960, quelque chose comme ça. Alors, ces fameuses coopératives, parce que l'économie sociale, c'est avant tout des coopératives. Alors, en Europe, c'est quand même pas rien. Et c'est ce qu'on appelle les magasins de gros. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de grande surface à l'époque. Donc, c'est tout simplement des adhérents qui vont, comment dirais-je, en Angleterre, en France ou en Allemagne, acheter des produits de première nécessité, par le biais de coopératives. Tout simplement. Ils sont adhérents. Ils ne sont pas clients, ils sont adhérents à une coopérative, selon les principes de Rochdale, repris partout. Ce mouvement d'économie sociale fut le plus important mouvement économique qu'ait connu l'Europe, d'après Jean-François Drapéry, à ce moment-là. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même le quart de la population française qui est dedans. Et puis, bien sûr, l'arrivée des grandes surfaces. Et donc là, on voit toutes les coopératives, notamment les magasins de gros, qui progressivement périclitent. Elles périclitent, alors la question reste ouverte. Est-ce qu'elles périclitent parce qu'elles ont un système de redistribution du trop perçu? Vous vous souvenez, c'est la diapo qu'on avait vue tout à l'heure. Est-ce qu'elles périclitent parce que cette redistribution du trop perçu ne leur permet pas d'investir suffisamment, de façon suffisamment convaincante en regard des grandes surfaces qui se développent? Ou tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à faire vivre suffisamment les principes fondateurs de l'ESS, la solidarité, l'émancipation, pour en citer que deux. Nous allons les définir tout à l'heure. La question reste ouverte. Alors après, le mouvement associatif, donc l'économie solidaire, va se développer un peu partout. Donc, les femmes noires aux États-Unis, les crèches parisiennes, les tekis japonais, donc je vais passer un peu vite, on pourra revenir sur ces exemples au moment des questions. Simplement, je vais m'attarder un tout petit peu sur les tekis japonais. Alors, teki, ça veut dire échange. Et il se trouve que suite à des directives gouvernementales, il y a une pollution qui touche Kobe, au Japon. Et donc, les produits de première nécessité, les denrées alimentaires se font rares, se font mauvaises, etc. Et donc, les ménagères décident d'échanger avec d'autres ce qu'elles arrivent, elles, à produire. Et ça donne naissance aux tekis. Ces tekis s'exportent tranquillement aux États-Unis, et le couple Vuillon, Denise Vuillon par exemple, lors d'un voyage à New York, donc si ma mémoire est bonne, on doit être dans les années 80, découvre ce commerce, cet échange de proximité. Il faut aller à New York pour que des Français d'Aubagne découvrent cela. Et ça leur donne plein d'idées. Ils sont agriculteurs. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, à Aubagne, ils en parlent à leur section locale d'attaque et décident de se mettre à cette forme de culture,
d'agriculture, dirons-nous, qui ne va pas suivre les règles du marché, qui va suivre les besoins locaux, qui va produire bio, qui va, comme on ne le dit pas encore, qui va produire bio, qui va produire localement, etc., etc. Et ça, c'est la naissance des AMAP. Et les AMAP en France, c'est un bel exemple d'économie solidaire. Alors vous avez compris ma façon de faire. Je vous donne plein d'exemples pour après délimiter les bornes et vous dire en quelque sorte, vous faire sentir en quelque sorte ce qu'est cette économie sociale et solidaire, dans son essence. L'AMAP, c'est 66 000 familles, 270 000 personnes aujourd'hui, hein, et 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas rien. Le principe est très simple. Vous vous inscrivez, vous négociez avec les agriculteurs locaux le prix d'un panier. Plus vous êtes nombreux, plus le prix du panier baisse. Et lui, il a la garantie que son panier sera bien payé. Et inversement, vous avez la garantie d'avoir des produits locaux, bio, donc écologiquement responsables, etc., etc. Et de faire fonctionner une économie locale. Petite parenthèse. On voit bien que là, on crée une alternative à la grande surface. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un bon exemple pour démontrer que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une alternative au système capitaliste. C'est une alternative à cette forme d'économie qui, à en croire les économistes divers et variés, qui se prennent pour des scientifiques, je n'ai jamais vu que l'économie était vraiment une science, mais enfin ça c'est un autre débat. Oui, mais à l'université, on ne recrute plus que des économistes de la pensée orthodoxe. Hein. Je suis désolé. L'école de Chicago, pour être précis. Donc, c'est embêtant, parce que l'université est quand même un lieu d'échange et de débat. Bon. Alors, comment dirais-je? Donc, je ne sais plus où j'en étais avec mes digressions, donc, effectivement, où est-ce que j'en étais, moi? Pour voir si vous suivez. Avec les AMAP, bien sûr. Et donc, on démontre qu'il n'y a pas qu'une seule économie, merci, qu'il n'y a pas qu'une seule économie possible, qui est l'économie de marché ultralibérale. C'est pas vrai, il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres qui existent. Des économies redistributives, des économies réciprocitaires. Redistributives, on en connaît une. D'ailleurs, on est en train d'en parler en ce moment. La sécurité sociale. 600 milliards d'euros par an. Des cotisations sociales, salariales et patronales. Prélevées tous les mois, directement sur une fiche de paye, et tout de suite redistribuées dans les diverses branches de la sécurité sociale, sans passer par la casse-banque. On prouve qu'il y a une autre forme d'économie, et qu'on n'est pas du tout obligé de passer par l'économie de marché. Les AMAP le prouvent également. Vous voulez manger bio? Vous n'êtes pas du tout obligé de passer en grande surface. Pas du tout. L'économie sociale et solidaire, vise en premier lieu l'émancipation soutenue par quelque chose d'entre guillemets, je dirais concret, c'est-à-dire économique, qui va soutenir un mouvement d'émancipation de l'être humain, d'accord, où tous seront solidaires, traités à égalité, et où finalement une économie alternative, non pas anticapitaliste, mais incapitaliste, va progressivement se former. Voilà l'économie sociale et solidaire. Et c'est un mouvement mondial, comme vous pouvez le voir, du Japon aux États-Unis jusqu'en France. Mouvement mondial. Alors, à l'école, comment ça se passe? Ben oui, parce que l'ESS est également à l'école. D'abord, les coopératives scolaires. Alors, même si elles sont en deçà de ce qu'on attendait maintenant, j'aurais pu aussi vous parler de la Ligue de l'enseignement, si on voulait tous un petit peu s'énerver, mais d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais uniquement quand on parlera d'Ashoka. Mais oui, mais ça fait partie de l'économie sociale et solidaire également. Et donc, les coopératives scolaires, par l'Office central de la coopération à l'école, qui vont se développer, 4 500 en 1925 et 51 000 en 1988, 102 fédérations départementales. Et oui, on a un outil à notre disposition et on ne s'en sert pas aujourd'hui, en deçà des capacités et des possibilités qu'on pouvait attendre de ces coopératives scolaires. Quand on regarde un petit peu, on se rend compte, on peut se demander à quoi vraiment elles pouvaient servir. Et pour ça, il faut se replacer à l'issue de la Première Guerre mondiale, lorsque tout est à reconstruire. Et Barthélemy Profit, qui est inspecteur, a cette idée d'introduire ces coopératives scolaires et donc de leur donner une place bien définie, qui est celle-là. Alors, il y a beaucoup de textes, mais en fait, la directive officielle de 1923 est un peu plus claire.
Lorsque l'enfant rentre en cours moyen, sa volonté commence, etc., etc. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais en quelque sorte, on retrouve le modèle de Condorcet de l'école. Vous savez, en 1793, quand on s'est étripé sur les différentes écoles qu'il pouvait y avoir entre le modèle de Condorcet et le modèle de Rimbaud-Saint-Étienne, eh bien, oui, l'école de Condorcet, c'était une instruction publique et non pas une éducation nationale, plutôt du côté Rimbaud-Saint-Étienne, avec la levée des couleurs, les cours de morale, etc. Et cette synthèse incroyable qui a réussi à faire Ferry entre les deux modèles. Enfin bref, c'est un autre débat, on pourra en reparler au moment des questions. Mais enfin bon, l'école de Condorcet, c'est de l'instruction, des savoirs universels, articulés par la raison, que l'instituteur dispense. 5 mémoires sur l'instruction publique de Condorcet. Et parallèlement, Condorcet pense bien au début de l'éducation populaire. Alors, il ne dit pas le mot. Condorcet ne dira pas non plus le mot laïque. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il ne le soit pas. Alors, d'un côté, on fera de l'instruction, de l'autre côté, on éduquera progressivement les enfants à faire quoi? Eh bien, la propreté, la ventilation des locaux, les dignitaires coopératives, mutualité scolaire, société de gymnastique ou de tir, etc. On fera place au self-government. On leur apprendra progressivement à s'éduquer entre eux et à coopérer. Voilà ce qu'on fera. Éducation populaire. Et puis, pour vous montrer que l'ESS est encore présente aujourd'hui à l'école, je ne saurais trop vous recommander d'aller sur le site de l'ESPER, où, par le programme en 2016 de Mon ESS à l'école, les collégiens et lycéens de France ont créé une AMAP, ont créé des coopératives agricoles, une SCOP qui recycle le papier usagé, etc. etc. Voilà aujourd'hui ce qu'on fait, ou ce qu'on peut faire avec l'ESS à l'école. Ça n'a pas pour vocation de remplacer les cours et les savoirs, bien évidemment, mais de créer une forme de complémentarité pour parvenir à plus d'émancipation, de possibilités, de coopération, de solidarité. On va voir qu'à l'heure des choix que l'on doit faire aujourd'hui, c'est pas inutile. C'est pas inutile de savoir coopérer. Mais seulement ça s'apprend. Alors encore d'autres exemples, ATD Carmonde, etc., etc., où on donne la parole aux pauvres, on pourra y revenir, hein, je vais passer un petit peu vite, on reviendra là-dessus, mais c'est autant d'exemples d'économies solidaires, voilà, d'associations qui vont œuvrer à la solidarité, à l'émancipation, etc. Et redonner la dignité aux hommes. Exemple actuel, les scopes d'amorçage, grâce à la loi Hamon, qui n'a pas fait que des vilaines choses, mais créer le scope d'amorçage, c'est permettre à une entreprise classique, si j'ose dire, de passer progressivement en scope, c'est-à-dire en coopérative, où les pouvoirs sont partagés et où 51% du capital est détenu par l'ensemble, non plus des salariés, mais des collaborateurs. Et là, c'est pas un vain mot. À partir du moment où vous avez 51% du capital, c'est plus les collaborateurs comme entre vous et votre banque, si vous voyez ce que je veux dire. On parle plus de la même chose. Donc ces scopes d'amorçage permettent effectivement de passer d'une société classique à une coopérative. Quelquefois par choix interne, quelquefois pour éviter quelques vicissitudes avec les transferts. Bon, voilà, c'était le cas de Camerlex. Transfert de capitaux. Alors l'ESS en France aujourd'hui, c'est 1 emploi sur 10 et 1 emploi sur 5 qui se crée actuellement. Les 3/4 de l'activité, c'est l'économie solidaire, donc les associations, et 1/4, les coopératives. Les associations, il faut le souligner, emploient majoritairement des jeunes et des femmes, donc il y a une forme de dynamisme qui est très très fort, enfin qui est très puissant. Maintenant, que vont-elles devenir? Justement, on va le voir, il y a 2 déviances. La première, c'est être instrumentalisé par l'État, ou banalisé par l'État. Et la deuxième, c'est de se transformer en social business. Ce sera ma deuxième partie. On y arrive. C'est pas rien parce que sitôt que l'on s'éloigne du noyau dur, émancipation, solidarité, mouvement mondial soutenu par l'économie, progressivement, les associations deviennent un relais de l'État. Un relais de l'État, ça veut dire qu'elles sont là pour appliquer les directives gouvernementales. C'est pas leur but. C'est pas leur but. Alors l'économie sociale, 3700 coopératives, etc. Bon, c'est un peu ce que je disais. Et dans le monde, il faut savoir qu'il y a 3 milliards d'humains qui sont concernés directement par une coopérative. C'est quand même pas mal. Il faut savoir que l'Alliance coopérative internationale
est organe consultatif de l'ONU. Alors qu'est-ce que l'Alliance coopérative internationale? C'est en 1804... Non, je ne sais plus la date, je vais la retrouver. C'est un organisme qui va fédérer toutes les coopératives à l'échelle mondiale et qui va créer de la collaboration à l'échelle mondiale entre toutes les coopératives, qui va créer également et qui va éditer un bulletin de recherche et développement en économie qui est très pertinent, et cet organisme sera reconnu par l'ONU comme organe consultatif. Alors, l'économie solidaire, alors j'ai mis cette définition, elle est importante parce que l'économie solidaire est définie, elle est générée par ceux qui en ont besoin, et elle est définie comme un ensemble d'activités contribuant à la démocratisation de l'économie par l'engagement citoyen. Ce qu'il faut comprendre en économie sociale et solidaire, et ça c'est ce que Jean-Louis Laville avait dit autrefois à un fellow Ashoka, on va y venir après, c'est que ce qui est très important, c'est qu'elle reste possédée par ceux qui en bénéficient. Émancipateur, solidaire, mouvement économique mondial, est possédé par ceux qui en bénéficient. C'est très important. Les propriétaires sont ceux qui l'utilisent. Et cette définition a été faite par ceux-là même qui bénéficiaient de ces associations. C'est eux-mêmes qui l'ont définie comme ça. Exactement comme les principes de Rochdale n'ont pas été à un moment donné gravés dans le marbre. C'est l'ensemble des coopératives qui se sont reconnues dedans. Et progressivement, par la pratique, c'est devenu un classique, si j'ose dire. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Social, solidaire, pensé par et pour ses bénéficiaires et possédé par eux seuls. Voilà ce que c'est que l'ESS. Alors l'ESS est-elle laïque? C'était une question qu'on m'avait posée. J'ai fait le lien entre l'ESS et l'école. Juste après, je vais vous faire le lien entre Ashoka, donc le social business, et l'école. Vous allez voir qu'on va changer complètement de dimension. Et on m'a demandé aussi de savoir si l'ESS était laïque. Alors écoutez, moi, c'est vrai que l'ESS est un petit peu communautaire, même, puisque c'est local. Donc c'est localement que les participants décident de monter une structure entre eux et de la faire progresser. C'est vrai, il y a cet aspect-là. Mais ce n'est pas la société qui est laïque, c'est la République. L'ESS, quand on regarde bien, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a de l'émancipation, il y a de la neutralité politique et religieuse, il y a tout le monde traité à égalité. Alors, faisons quelque chose de très simple, la laïcité. Nous, à l'UFAL, on lit aussi le combat laïque et le combat social. Et pour nous, la laïcité, c'est trois choses. Un, une loi, la loi de 1905, qui sépare les églises et l'État. Donc c'est un mode d'organisation juridique et politique de la société, qui sépare les églises et l'État. Deux, un principe constitutionnel. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Trois, il existe des idéaux laïques. Lesquels? Moi, j'en connais trois. La liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est très clair, c'est-à-dire le travail d'émancipation que l'on fait par la pensée critique pour tendre à la liberté de conscience. Très important, premier pilier. Deuxième pilier, l'égalité en droit. Et cette égalité en droit n'est rien si elle n'est pas soutenue par l'égalité sociale. Ou plutôt, non pas l'égalité sociale, mais la justice sociale. Très présente dans les déclarations de Philadelphie. Troisième chose, l'universalisme. Bah oui. Alors l'universalisme, à mon sens, dépasser les petites différences, tout en les nourrissant, pour tendre aux grandes ressemblances. Que fait l'ESS? L'ESS est un mouvement d'émancipation, je vous l'ai dit tout de suite. Alors elle ne travaille pas la liberté de conscience, par contre elle redonne de la dignité aux êtres humains qui décident de créer un mouvement économique autour de leurs besoins, et elle leur permet d'être dignes, et elle leur permet de s'émanciper. Donc le lien entre l'ESS et la laïcité, à mon sens, c'est que tous les deux sont des vecteurs d'émancipation, et l'ESS donne une possibilité aux êtres humains de pouvoir s'émanciper. Elle est là, la différence. Un petit peu comme la sociale va venir soutenir la laïque. Eh bien l'ESS va le faire localement, tout simplement. Alors quand on me dit que c'est multiculturel, moi j'aurais tendance à dire qu'en France c'est plutôt une multiculturalité. Certes, mais ça c'est un débat qu'on pourra avoir après, tout à l'heure, au bistrot. Mais enfin, il me semble quand même que la France, par rapport aux États-Unis, si les États-Unis sont multiculturels, la France est plutôt une multiculturalité.
qui s'accommode très bien avec l'ESS. Et la France est laïque, pas du tout les États-Unis. Bref, donc je crois avoir fait le lien, on pourra y revenir tout à l'heure. Seulement voilà, on est parti de ça, de tous suivant ses moyens pour tous suivant ses besoins. Alors c'est amusant parce que lors d'une conférence aux États-Unis, justement, j'avais dit à la salle, j'aurais donné cette phrase. Alors, tous mes amis américains se sont entendus, bah, oui, c'est notre constitution, ça. C'est notre constitution. Ils ont été très surpris en fin de conférence lorsque je leur ai dit que ça, c'était de Karl Marx. Ils sont tous découverts marxistes, d'un coup. Bon, c'est pas très grave. Mais il y a des maladies plus graves, comme dirait l'autre. Mais enfin bon. De tous suivant ses moyens, pour tous suivant ses besoins, c'est la maxime de la sécurité sociale, fondée par le Conseil national de la résistance, promue par la CGT les communistes et portée par Ambroise Croizat à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, ce qui est rentable économiquement est presque toujours juste socialement. Alors cette phrase est de un grand penseur, je ne devrais pas dire ça, hein, Emmanuel Macron. Mais une pensée complexe, donc effectivement, ce qui est rentable économiquement est presque toujours juste socialement. Et entre les deux, on a le fameux TINA, There is no alternative, de Margaret Thatcher. Comment cette ESS a-t-elle évolué dans le temps? Eh bien, il se trouve que, comme tout le monde le sait, et alors moi je suis tombé là-dessus. Et alors là, on voit complètement à gauche, M. Blanquer, juste à côté, M. Itier, haut commissaire à l'ESS, qui s'est fait battre à plate couture par mon ami Adrien Quatennens. Je rappelle que l'UFAL est complètement indépendante des partis politiques quels qu'ils soient, hein, soyons très clairs, hein, c'est une amitié personnelle, ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, donc Christophe Itier. Et puis là, on a, au-dessus du C de French Impact, on a le directeur d'Ashoka Europe. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet, là, sur ce qu'est le social business, bien sûr, parce que vous avez compris que là, on y était. Or, je ne vous demande pas de tout lire, surtout, mais enfin, quelques petits morceaux quand même. Notre rôle, donc là, c'est Christophe Itier qui parle, haut commissaire à l'ESS. La question, est-ce encore de l'ESS? Notre rôle est de rendre ce changement, donc le changement c'est transformer les modes de production et de consommation, irréversible et désirable. L'ESS est à l'origine de cet effet d'entraînement et constitue un foyer d'inspiration pour le tissu économique. Les valeurs qu'elle porte doivent redevenir la norme, la référence. Donc là, on est en train de dire que l'ESS doit devenir une norme, une référence. Ça n'a jamais été les prétentions de l'ESS, puisque l'ESS est local. Elle s'occupe de ce qu'elle fait localement. Première chose. On aimerait bien savoir lesquelles, d'ailleurs, de normes et de références. Moi, j'aimerais bien savoir ça. Alors, bref, il faut parler d'impact social, que la transformation sociale et économique de la France puisse se faire, etc., sans frein. Bon. Ici, ministère de l'écologie et de la solidarité, les entreprises de l'ESS, les entreprises, soit on parle du terme générique, soit on parle de quoi là, les entreprises de l'ESS? C'est quoi les entreprises de l'ESS? Les coopératives, les associations, les mutuelles, c'est quoi? Peut-être que c'est dans le terme générique, il ne faut pas se précipiter, mais enfin, bénéficieront au total de 2 milliards d'euros d'allègement de charges. Alors d'abord, ça ne s'appelle pas des charges, ça s'appelle des cotisations. Bon, on va faire très simple, hein. Mais enfin bon, on n'en est plus là. Donc 2 milliards d'allègement de charges. Et puis plus tard, dans le CNAGEP, M. Itier nous dit que l'État n'a plus d'argent, mais peut fournir des marges de manœuvre. Donc autrement dit, l'État n'a plus d'argent, mais on peut quand même permettre aux entreprises de l'ESS d'avoir 2 milliards d'euros d'allègement de charges. L'État n'a plus d'argent, mais on se souvient qu'à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui a coûté 22 milliards d'euros fait par M. Macron, les emplois les plus chers de France. Vous avez vu, CICE, quelque chose comme ça. Bon, donc l'État n'a plus d'argent, je ne suis pas sûr. Bon, vous comprenez bien que je n'ai rien contre M. Macron, c'est pas ça la question. Le problème n'est pas là. On fait juste fonctionner la raison, l'esprit critique, et on se demande ce que ça veut dire. Donc, de la même façon, interview de M. Itier en 2017, par le Social Business Act, donc ce qu'il veut mettre en place, la croissance et le changement d'échelle des entreprises de l'ESS doit pouvoir être fait par une montée en puissance, etc., mettre en place une politique publique plus favorable au changement de l'ESS. Donc autrement dit, il faut qu'il y ait un changement d'échelle pour qu'elle devienne la norme, la référence, et en même temps que les politiques publiques puissent accompagner ce changement, etc. Mais, bon, un peu bizarre. Puis je tombe là-dessus. Alors, et si notre pays devenait un monde d'innovation positive? Si quelqu'un sait ce que c'est qu'une innovation négative,
La France, une social valley. Et puis ensuite, M. Itier arrive avec ses contrats à impact sociaux. Alors ça, pareil, je vais passer dessus. Pourtant, c'est très intéressant, mais parce qu'on ne peut pas tout dire. On pourra revenir au moment des questions dessus, parce que c'est primordial. Je tiens à remercier mes amis du CAC, non pas le CAC 40, mais le collectif des associations citoyennes, qui ont fait un travail remarquable sur certaines analyses, même sur toutes les analyses, allez, soyons larges, des contrats à impact sociaux. C'est, grosso modo, permettre de faire une liaison entre l'entrepreneur social, les entreprises de l'ESS. Il n'y a pas que des coopératives et des associations, il y a aussi des entrepreneurs sociaux, qui est une marque déposée par Ashoka. Il y a les entrepreneurs sociaux qui sont des chefs d'orchestre et qui vont permettre de mettre en liaison les banques, les institutions privées et la personne publique. Ils passent un contrat. Si les acteurs remplissent le contrat, alors la personne publique rémunère les prêteurs, les banques privées, etc., donc BNP Paribas, etc., rémunère à hauteur de entre 8 et 12%, 15% même on a vu, rémunère donc à hauteur de leur investissement. Très bien, ça c'est déjà vu dans le bâtiment, ça s'appelle les partenariats publics-privés, dans le bâtiment. C'était un fiasco, ça a coûté des milliards d'euros pour pas grand-chose. C'est la même chose avec le social. La même chose. Mais je pourrais donner des exemples après. Donc voilà ce que fait M. Itier. Alors bon, ça pareil, je donnerai avec mes exemples. Et puis, en regardant un petit peu ce qui se passait, avec le MOVES, donc le MOVES, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux de France, dont M. Itier a été le fondateur, un des fondateurs. Je suis tombé là-dessus. Donc, Ashoka. C'est-à-dire qu'Ashoka et le MOVES sont complètement en liaison. La preuve n'est plus à faire. Très bien. Alors je me suis dit, mais Ashoka, c'est quoi? Eh bien voilà. Un entrepreneur social ne sera pas satisfait d'apprendre juste à pêcher ou de donner du poisson, mais il sera satisfait lorsqu'il aura révolutionné complètement l'industrie de la pêche. Changement d'échelle, innovation, etc. Ça, c'est une phrase de lui. Bill Drayton, fondateur d'Ashoka, un ancien d'Harvard, contrôleur de gestion, haut de gamme. Bill Drayton a fondé Ashoka en 1981. Et je vous assure que les conférences de Bill Drayton sont vraiment incroyables. Au début, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais honnêtement, pour parler un peu familièrement, je m'en excuse, je me suis dit, mais ce type est fou. Au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout fou, il était génial. Ah, génial, disons visionnaire. Je vais vous expliquer ça. Ashoka sont donc les pionniers de l'entrepreneuriat social et des entrepreneurs sociaux. ONG présente en 1981, il y a une faute, c'est pas 80, dans 93 pays, donc partout dans le monde. Ashoka recherche et lance des idées novatrices, sociales, entrepreneuriales, à faible investissement et changeant les systèmes. Très clairement, les prétentions sont systémiques. Alors, ces 4 premiers termes, novatrice, sociale, entrepreneuriale et à faible investissement, sont reprises textuellement par Christophe Itier et par le ministère de l'ESS et de l'écologie. Textuellement. Mais par contre, c'est marrant, ils ne disent pas changer les systèmes. Enfin, maintenant, ils le disent parce que... Alors voilà, nous mesurons notre impact en termes de changements systémiques. Ces changements touchent un nombre important d'individus qui transforment nos façons de vivre. Donc autrement dit, Ashoka va permettre à des entrepreneurs sociaux, va propulser des entrepreneurs sociaux, donc va repérer des idées novatrices, sociales, entrepreneuriales, à forte prétention systémique, va repérer ces idées-là, va lancer ces idées-là et les soutenir pendant toute la phase où elles n'ont pas encore réalisé l'impact social suffisamment fort dans la société. Et elle fait ça dans 93 pays. Des exemples, vous allez me dire. Bah oui, on y vient. Alors, ce qu'il faut savoir quand même quelques chiffres, enfin, il faudra avoir quelques chiffres. 5 ans après le lancement d'une idée à impact social, 50% des entrepreneurs sociaux d'Ashoka ont modifié la politique et la législation du pays dans lequel ils ont lancé l'idée. Alors vous allez me dire, on n'en a jamais entendu parler. Bah oui, mais pourtant ça existe. Les articles de recherche sur le social business, j'en connais une dizaine. Il n'y a pas de thèse de recherche pour l'instant. Ou début d'une. Les articles concernant Ashoka, j'en connais 3.
une amie américaine qui avait étudié ça jadis, pour pas dire naguère, Preeta Sen, qui avait fait ça en 2007, et moi c'est pas dans le cadre universitaire, c'est dans le cadre associatif, sinon on parle pas vraiment d'Ashoka. Pourtant, ça existe, hein. Et on commence à bien le savoir. Alors le social impact, c'est quoi? C'est ce que je vous disais. Ce sont des idées novatrices, sociales, entrepreneuriales, changeant les systèmes, qui donnent la naissance d'un fellow. Un fellow, c'est quelqu'un qui est porteur de l'idée. Et comme je vous le disais, on va le lancer, on va le soutenir, et on va faire en sorte que l'idée vraiment change le système. Alors, bon, je vais passer sur toute la technique et l'ingénierie sociale qu'il y a avec Ashoka. Alors, par exemple, en Inde. Prenons l'exemple de l'Inde. Il y a une corruption de l'appareil d'État. Et donc, Kejriwal, fellow Ashoka, a une très bonne idée. Il va se servir d'une loi, RTIA, en Inde, pour finalement pouvoir mettre sur la place publique, enfin, pouvoir interroger sur la place publique les politiciens. Donc, le peuple peut interroger ses représentants politiques directement sur des plateformes de communication. Internet, la place publique, etc. C'est ça son idée à Kejriwal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée un mouvement populaire qui fonctionne avec le temps et l'argent donné par le peuple. Si les gens donnent, nous dit Kejriwal, ils deviennent immédiatement des participants à un processus de renforcement des valeurs démocratiques. Alors moi, écoutez, je vais être un tout petit peu basique, mais moi je vais vous dire, et vous serez peut-être d'accord avec moi, qui vient d'inventer une démocratie payante. Bah quoi? Les gens en donnent et ils contribuent au processus démocratique. Oui, bah donc ils donnent. C'est une démocratie payante. À replacer dans le contexte de l'Inde. Pour nous, c'est choquant, peut-être que pour eux, c'est une véritable avancée. Ce que je pense. Mais enfin, quand même, ESS, qui possède là? Qui possède l'ingénierie? Et alors, quand on regarde plus précisément en Inde, là où Ashoka s'est développé de façon majoritaire en premier, on se rend compte que Ashoka est présente. Bon, dans la démocratie participative, on l'a vu. Alors, démocratie participative, il faudrait me donner une démocratie qui ne soit pas participative. Enfin bon. Présence en politique à la tête de l'État, le parti de l'homme ordinaire, amener l'énergie solaire en ruralité, diffuser des programmes open source, les universités, l'université Ashoka, les écoles Ashoka, on va en parler juste après, transformer les décharges en terres cultivables, manier la pub contre le harcèlement sexuel, financer la plantation des forêts en ville, etc., etc. Dans l'éducation, au sein de l'appareil politique, lutte contre la pollution, la communication, etc., etc. Alors moi, j'ai qu'une question à vous poser à ce stade, c'est ça. Il me semble qu'en France, toutes ces choses-là, puisqu'elles sont d'intérêt public, et donc universelles, sont assurées logiquement par un service public. Bah oui. Mais à partir du moment où ce ne sont que des entrepreneurs sociaux d'Ashoka qui possèdent l'ingénierie là, c'est pas les gens, c'est plus le peuple qui la possède. Qui possède les hôpitaux? Bah tout le monde. Tout le monde, c'est un service public. Pas une personne en particulier, tout le monde. Bon. Alors c'est ça le problème. L'État est évincé sur le plan de la démocratie, politique, énergie, éducation, environnement, sécurité, etc. Et oui, il y a progressivement une démission de l'État. Et une éviction. Et c'est exactement ce que l'on voit avec les contrats impact sociaux. Alors Bill Clinton, quand on le lit entre les lignes, il nous dit ça, Bill Clinton. Alors, on va parler de la moitié sociale. Donc, je peux vous résumer ça. Donc, pour lui, c'est très clair. Il y a un quart de la population mondiale qui est déjà acquise au capitalisme. Bah, ils ont tous des dettes, un crédit, que vous avez peut-être aussi, comme moi. Donc, c'est bon, vous êtes tenus. Par contre, il y en a les trois quarts qui ne l'ont pas encore. Ils comptaient sur l'État pour redistribuer l'argent, mais l'État ne redistribue plus. Donc, autrement dit, il y a une perte de sens, des valeurs, de l'estime, etc. Sens qui peut être redonné par les entrepreneurs sociaux. Voilà ce que dit Bill Clinton. En gros, vous avez entre la moitié et les trois quarts de l'humanité qui n'est pas encore acquise vraiment suffisamment forte au capitalisme. Eh bien, c'est un marché, il faut aller le conquérir. C'est ce qu'ils font en Inde. Ni plus ni moins. Les contrats impact sociaux, c'est la même chose. Vous avez une demande sociale, vous avez l'État. L'État se retire ou ne redistribue plus suffisamment. Comment vous faites là? Ben, vous mettez des entrepreneurs sociaux qui vont permettre de faire la liaison entre le privé et les besoins sociaux des populations. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais quand même, quand on lit toujours Bill Clinton, on se rend compte qu'il vise un changement mondial.
Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout adepte de la théorie du complot, hein, j'y crois pas du tout, c'est n'importe quoi, mais, non, mais quand on le lit, voilà. Donc il y a 7 à 10 endroits dans le monde qu'il faut faire basculer si vous voulez faire basculer le monde. Si vous pouvez faire basculer ces endroits, vous pouvez faire donc basculer le monde, nous dit Bill Clinton. Sa volonté, c'est bien ça, de faire des changements systémiques qui font basculer le monde. Ces 6 endroits sont les continents, hein, dont l'Europe, germanophone, comme il nous dit, enfin bref. Au niveau européen, voici ce qu'on trouve de 2013 en plus, hein, donc c'est déjà un petit peu vieux, mais le rôle de l'entreprise peut jouer en tant que générateur d'impact social à travers finalement des pouvoirs publics et une société civile qui ne peuvent pas seuls répondre à ses besoins. Ces besoins, c'est quoi? C'est 16% de la population européenne qui est au niveau de la pauvreté, en dessous du seuil de la pauvreté. Voilà. Donc vous avez à peu près, vous avez 16% de la population européenne en dessous du seuil de pauvreté. L'État ne peut pas le faire. Les entrepreneurs sociaux peuvent le faire. Ça, c'est Ashoka. Hein. Et c'est une directive européenne. Alors, ici, quelque chose de très intéressant, l'entreprise vecteur de réalisation. Jean-Marc Borrello, fondateur du groupe SOS, nous dit que l'entreprise est bel et bien capable de changer le monde. Et il a écrit un essai là-dessus. Alors, effectivement, le paternalisme, on le connaît. Hein, le paternalisme entrepreneurial, un petit peu chrétien, tout ça, on sait tout ça. Sauf que M. Borrello, quand on regarde bien, eh ben, il est Ashoka Fellow. Il est même Senior Fellow. Et tous vont se retrouver là-dessus, et là-dedans. Alors moi, voilà, à ce stade, il faut se demander où sont passés les principes de Rochdale. Où sont passés les principes de Rochdale? Qui possède l'ingénierie mise en place par Ashoka? Et on se rend compte que progressivement, on passe du citoyen au changemaker. Donc changemaker, c'est acteur de changement. Donc la question que j'avais posée dans un article que j'avais publié sur le blog de Catherine Kinsler, c'était changemaker, c'est acteur de changement, mais de quel changement? Lequel? Le sien, c'est-à-dire l'émancipation, ou le changement que le système veut que l'on fasse? Quel changement? Parce que si c'est le sien, alors oui, effectivement, il y a de l'ESS pour soutenir ça, pour soutenir ce vecteur d'émancipation, on est d'accord. Mais si c'est le changement que veut le système, alors là, ça devient différent. C'est-à-dire qu'on n'occupe pas une place, on n'occupe plus une place, mais on joue un rôle. Et oui, parce que pour occuper sa place, il faut savoir s'émanciper, il faut être soutenu par une économie qui nous redonne de la dignité, etc., ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où on joue un rôle, on devient soi-même le marché. Joatan nous parle de Jijutsu, il fait du Jijutsu. Donc il utilise la force de l'adversaire pour le renverser. C'est-à-dire qu'il utilise la force, donc les États endettés, acculés par la dette, etc., pour renverser le système et pouvoir prendre sa place. Et effectivement, M. Itier, qu'on retrouve ici, a bien des prétentions systémiques, puisqu'il parle bien d'un changement qui doit devenir irréversible, qui doit devenir une norme, une référence. Je vous le remets parce que quand même, il faut bien comprendre que M. Itier, le contrat impact social, etc., s'inscrit dans cette mouvance-là qui est le social business. Donc effectivement, à partir du moment où on veut faire des hommes une chose et non plus des hommes libres, on peut se demander où sont passés les principes de Rochdale et où sont passés les idéaux laïques. L'émancipation, elle est où? L'universalisme, il est où? Puisque c'est que pour le profit que de quelques-uns. Ça investit tout le monde, Ashoka. Par exemple, la MGON, ici, où Ashoka est invité. Mais tout le monde, hein, c'est pas la MGON en particulier, enfin vraiment, tout le monde est pris là-dedans. Hein, c'est bon. Et puis ici, on peut voir l'université d'Ashoka en lien avec HEC Paris. Très à pointe dans les écoles de commerce. Hein. Alors ça, pas de problème. Les écoles d'ingénieurs, ils ont un peu plus de mal. Bah oui, ils ont exercé un esprit critique, une raison, bon, je plaisante. Mais c'est un peu ça quand même, quoi. Voilà, un esprit rationnel, ça n'est plus bon. Et puis bien évidemment, on remercie l'Éducation nationale de faire gratuitement de la publicité pour Ashoka. Et ce film de Judith Grundbach, Une idée folle, sur les écoles Ashoka, parce qu'évidemment, Ashoka a ses écoles. Comment voulez-vous faire pour renverser un système, sinon en prenant les citoyens à la base, donc à l'école? Ah oui. Et donc, on va parler un petit peu de school business. On arrive en fin de conférence, hein, je vous laisserai poser vos questions après. Donc, encore une fois, on remercie l'Éducation nationale d'avoir fait gratuitement la publicité pour cette association, cette ONG, enfin, et toutes les entreprises privées
qu'il y a derrière, hein, c'est très très bien. Donc un regard optimiste sur notre école. Je vous invite vraiment à aller lire Tadei, ou même en conférence Tadei, c'est incroyable. Incroyable ce qu'il dit. Enfin bon. D'ailleurs, chose incroyable aussi, c'est le directeur de l'école publique, Émile Zola, école Ashoka. Nos impôts. On va le lire entièrement parce que c'est tellement beau. Donc l'école du passé, où l'on considérait que l'instituteur avait tous les savoirs, Condorcet, et que l'école n'avait qu'à délivrer un savoir, c'est terminé. Avec l'évidence d'Internet, l'école doit se mobiliser, moi je dirais plus au contraire, avec l'évidence d'Internet, il faut justement continuer à vraiment exercer son esprit critique et ses savoirs, mais enfin bon. Elle est là, de mon point de vue, pour donner une forme de savoir-faire, et certainement commencer à donner une forme de savoir-être. Ah oui. Alors moi je voudrais savoir ce que ça veut dire savoir-être. Moi je pensais que être, ça suffisait. Savoir-être, je crois qu'on m'explique. Ici, M. Jean-Michel Blanquer, dans son dernier ouvrage, et unique ouvrage d'ailleurs, l'enseignement privé pourrait être un partenaire plus important du service public. Tiens, marrant, mais il s'inscrit dans quoi quand il dit ça? Avec Ashoka, là? Parce qu'on l'a vu sur la photo, là, hein, avec le French Impact Touch, là. Hein. Bon, très bien. Donc toujours l'entreprise qui va venir soutenir les enjeux de demain. Oui, enfin, une entreprise capitaliste, on en a besoin, c'est sûr. Mais elle est là où le credo est porteur. Pas pour faire de l'égalité, pas pour faire... Moi, il suffit d'écouter une conférence du MEDEF il n'y a pas si longtemps que ça, quand on demande à l'entreprise de créer des emplois. Alors là, il y a un patron qui prend toute la parole, et il a bien raison, il dit, alors, créer des emplois, attendez, vous m'en demandez trop, moi je suis là pour créer du profit, point. Oui, c'est un principe de réalité comme un autre. Mais par contre, si vous voulez soutenir quelque chose d'universel et profitable à tous, services publics, mouvements économiques locaux, etc., mais certainement pas une entreprise capitaliste, ça ne marche pas. Et en plus, ça coûte plus cher. Bref, donc là j'avais mis quelques petites phrases, non seulement de Condorcet, parce que c'est tellement beau, et puis une phrase de Kant, mais enfin bon, voilà. Rappelons-nous quand même que sous la Constitution républicaine, un peuple ignorant reste esclave. Bah oui, bon. Et puis une phrase de Catherine Kinsler qui nous rappelle quand même que dans une association, enfin une société laïque, si j'ose dire, tout à l'heure je vous disais que la société n'était pas laïque, mais enfin c'est la République, donc c'est une République laïque, dans un organisme laïque, et bien effectivement, la pensée à l'égard d'elle-même devient beaucoup plus virulent, le manque de pensée critique à l'égard d'elle-même devient beaucoup plus virulent que dans un autre type de société. Notre République laïque compte énormément sur son école. Si vous enlevez l'esprit critique, vous enlevez l'école, ça s'effondre. Si vous touchez la sociale, ça s'effondre. Et quand vous essayez de remplacer ça par Ashoka, par du social business et par l'entrepreneuriat social, ce que vous faites, c'est que vous créez un effet de basculement de la société. Vous la faites transiter plus vite. Moi, j'appelle ça une cheville ouvrière. C'est la cheville ouvrière du changement. D'un changement. Alors évidemment, vous avez compris que le school business n'est pas du tout conforme aux idées laïques. Je passe un peu vite hein, pour vous laisser me poser vos questions. Et puis ici, alors quand même je vous en parlais, Teach for Friends. Teach for Friends, ça s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle Teach for All. Alors Teach for All, vous avez Teach Prime, Teach for America, Teach for France, Teach for Belgium, etc. Association, pareil, qui propose de soutenir dans les quartiers défavorisés, bon, les pauvres, défavorisés, moi ça ne me va pas, quoi, c'est d'accord, donc les quartiers avec des gens pauvres, voilà, comme ça, pauvres économiquement. Et bien, comme l'État n'est plus là, eh bien, il faut donc soutenir l'action que l'État ne fait plus. Donc on envoie des cohortes de jeunes gens qui vont enseigner sans avoir le CAPES, l'agrégation ou quoi que ce soit de ce genre de choses, enfin bref. Donc, ça c'est Teach for Friends. Alors pourquoi je vous parle de Teach for Friends? Ben parce que ça s'inscrit complètement dans le school business, dans la mesure où le créateur de Teach for, c'est elle, Wendy Kopp, qui est en fait Ashoka Fellow. Donc autrement dit, c'est une création, enfin, une idée soutenue par Ashoka. Vous voyez, tout se recoupe. Ashoka a réussi à être absolument partout. Ils sont très très bons. Il ne faut pas les regarder de haut. Bon, ça je passe là-dessus, là aussi. Oui, intéressant. La Lab. Oui, ben ça c'est Ashoka aussi en fait. C'est soutenu par Ashoka, tout comme Enquête, tout comme Coexister avec Samuel Gribonski. Alors, petite blague mise à part, lorsqu'on commence un discours sur la laïcité, ils sont vraiment toxiques, il faut le savoir. Ils interviennent dans les écoles et ils expliquent aux élèves ce qu'est la laïcité, et aux enseignants, ce qu'est la laïcité. Alors moi j'ai déjà vu ça, hein. Alors, ils commencent par dire, alors dans la salle, vous avez des athées, ah, on a mis les athées dedans, hein. Donc on ne peut pas nous dire qu'on fait du dialogue interreligieux, hein. On a mis les athées.
Donc il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des... Alors moi, quand on commence à m'expliquer la laïcité comme ça, je dis, acte là, stop. Je n'ai pas à déclarer mon option spirituelle devant vous, point, ça vous semblez l'oublier. On n'a pas besoin de déclarer son option spirituelle pour faire société. Point. Donc si vous voulez commencer à parler de laïcité, vous commencez à dire liberté de conscience. Et là, je vous suis. Mais vous ne dites pas autre chose. Parce que là, vous êtes en train de parler de la laïcité en l'abordant par le fait religieux, d'une part. Bah oui, c'est leur programme, c'est ça qu'ils font. Et surtout, en juxtaposant la société en différents fragments de communautés. Alors, ça me pose un problème. Alors on sait que ça existe, les communautés, on sait très bien, oui, d'accord. Mais on n'a pas besoin de ça pour créer l'association politique en France, parce qu'on est laïque. J'avais eu au téléphone un journaliste d'Ashoka, justement. Un jeune sortant de Sciences Po, enfin bref. Donc il m'avait... mais je vois pas ce que vous nous reprochez, bon voilà, qu'est-ce que vous reprochez à nos écoles? Alors, moi, il me donnait le change, hein, voilà. Et puis à un moment, je lui dis, voilà, moi ce que je reproche aux écoles Ashoka, c'est qu'elles sont pas laïques. Et il me répond, là monsieur, je sais pas quoi vous dire. Je dis, ah bah non. Excusez-moi, c'est pas pour me mettre en avant, j'ai quelquefois quelques bons moments, donc je me permets, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, l'agitation grenobloise, eh bien, c'était propulsé par des tas de groupes qui sont en lien avec Ashoka. Conclusion, le change-making, c'est la culture du changement, l'assurance d'une utilité durable des créateurs de matières accumulables, richesse, ni plus ni moins. Le changement et le créateur de richesse est autonome et a intégré un savoir-être. Le change-making, mieux, il entraîne les autres, par l'empathie. L'empathie, il y a des tas de psychologues qui bossent chez Ashoka. Ils ont bien compris tout ça. Le but, c'est de toucher en la conscience et le changemaker devient lui-même le marché, il lui est aliéné. Alors, je me dirige vers la fin de cette conférence. Vous avez compris qu'on arrive au fait que la personne devient elle-même le marché. Et puis, je vais finir là-dessus. Pourquoi je vais finir là-dessus? Parce que ça me semble très important. Ashoka vise à faire basculer un système. Le SS vise à créer, à rapprocher les hommes entre eux, les êtres humains entre eux, à les émanciper, à créer de la solidarité. Et je pense qu'on va avoir vachement besoin de la solidarité parce que, d'abord ça, alors, tout simplement que vous avez en rouge la consommation de pétrole et en bleu le PIB. Et on se rend compte que c'est parce qu'on transforme du pétrole par de l'énergie qu'on crée de la croissance. Toutes nos démocraties sont basées là-dessus. Toutes nos démocraties sont basées là-dessus. Seulement, on peut avoir un petit problème, parce que tout simplement, peut-être qu'on est passé un tout petit peu le pic d'extraction, de possibilité d'extraction du pétrole et des matières premières fossiles. Très clairement, on est dans un système fini, donc à un moment donné, les ressources ne sont pas du tout inépuisables. Pas du tout. Et comme toutes nos démocraties sont basées justement sur cette énergie, c'est-à-dire cette capacité à transformer, par la machine, etc., comment ça se passe si on arrive là? Si on passe le pic? D'autant que tout ce qu'il y a avant la barre noire, la image n'est pas très belle, tout ce qu'il y a avant la barre noire, c'est ce qui s'est passé sur un siècle, où on est 3 milliards sur Terre. Là, après la barre noire, c'est ce qui va se passer après, à partir de maintenant, sachant qu'on va quasiment, on est déjà 7,7 milliards, on va bientôt être 9 milliards, qu'on consomme beaucoup plus, etc. Comment ça va se passer? D'autant que, alors vous allez me dire, on peut tout à fait retrouver, comme le gaz de schiste, retrouver des gisements, etc. Oui, enfin, en vert, vous avez la courbe des découvertes de réserves, et puis en rouge, vous avez la consommation, la production annuelle de pétrole. On voit que ça ne cesse de monter, et puis que les découvertes connexes ne cessent de descendre. Oui, ça s'appelle un monde fini. C'est le premier principe de la thermodynamique, ça. On peut même trouver une théorie mathématique qui vous prouve que si on part à un point zéro et qu'on arrive à un point zéro, forcément on passe par un pic. Ça, si la fonction est continue, enfin bon, on passe le truc. Voilà. Donc, autrement dit, on ne cesse d'augmenter notre consommation en matières premières, tout en sachant que nos démocraties fonctionnent avec, et que tout est fini. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si on arrive au bout de ces ressources? Comment vont résister nos démocraties? D'autant que ça va être pris dans un effet de cisaillement avec autre chose, qui s'appelle ça. Si on prend 5 degrés en plus, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de regarder dans le passé.
L'Europe, il y a 20 000 ans, c'était ça. 3 km d'épaisseur de... Ben voilà, hein, vous voyez très bien là, je pense que les cartes sont assez éloquentes, juste avec 5 degrés en plus. Le rapport du GIEC, qu'on connaît assez mal, nous parle de 1,5 degré d'augmentation maximale. Hein. 1,5. On en a déjà mangé 1 degré. Hein. Donc on doit rester à 0,5 degré d'augmentation jusqu'en 2040, je crois, quelque chose comme ça. Pas possible. Si on veut arrêter ça, demain, il faut faire plein de choses, c'est un autre débat, une autre conférence. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement, vous comprenez bien qu'on va se retrouver dans un effet de cisaillement, il est fortement probable qu'on se retrouve dans un effet de cisaillement, entre 1, la fin des matières premières, 2, le réchauffement climatique. Comment nos démocraties luttent contre ça? Vous avez toute la collapsologie qui arrive, bon certes, on passera là-dessus, pareil, la consommation mondiale d'énergie. Vous avez effectivement la collapsologie qui s'occupe de régler, enfin de parler de ça, mais c'est autre chose la collapsologie, hein, sans rentrer là-dedans. Voilà. Quelle solution? Certains ont trouvé qu'il y avait un marché très porteur qui s'appelait le transhumanisme. Avec Sophia, le premier robot saoudien, enfin le premier robot à avoir la nationalité saoudienne. Un robot citoyen, ça laisse quand même songeur. L'intelligence artificielle, ça fait. Et le transhumanisme également. On peut être pris dans une espèce d'effet boomerang. Il faut, enfin, pour le dire simplement, le transhumanisme pourra... D'abord, c'est pas du tout au point, première chose. Deuxième chose, ça ne sera jamais profitable qu'à quelques personnes. Donc autrement dit, si nos démocraties commencent à tomber par l'effet cisaillement dont j'ai parlé juste avant, vous avez deux solutions. Soit vous faites la guerre, soit vous collaborez. Pas d'autre solution. D'où l'importance de l'ESS. Alors évidemment, on peut être songeur après ça, et je finis là-dessus, sur cette belle phrase, vous l'avez reconnue, de Voltaire, dans cette réponse qu'il a faite à Rousseau, lorsque ce premier lui a adressé un de ses ouvrages les plus connus d'ailleurs. Et donc, c'est Voltaire qui dit « Ce qui fera de ce monde une vaste vallée de larmes et l'insatiable cupidité des hommes et leur indomptable orgueil. » Depuis Thomas Couline Kahn qui ne savait pas lire, jusqu'à un commis de douane qui ne sait que chiffrer, répond-il à Rousseau. Merci. Merci pour cette conférence, cet exposé qui fourmille d'informations, y compris nouvelles pour beaucoup d'entre nous peut-être, et qui soulève beaucoup de questions et de débats. Et quand Vincent évoquait notre ministre Blanquer sur l'enseignement privé qui devrait devenir un partenaire plus important, je ne peux m'empêcher d'évoquer la toute récente inauguration d'extension de travaux du lycée privé catholique Institution Ray à Bois-Guillaume, où on voyait sur la même photo, pour couper le ruban tricolore, l'archevêque de Rouen, la rectrice d'académie, et le troisième personnage, c'était le président de région Normandie. Bon, donc, nous y voilà, nous y sommes, c'est pourquoi nous avons publié aujourd'hui ce communiqué dont un certain nombre d'exemplaires sont à votre disposition en haut de la salle. Bon, nous allons commencer le débat. Est-ce que Pierre a une introduction? L'introduction, je pense que je l'ai faite un petit peu tout à l'heure, et puis elle a largement été complétée par Vincent. Moi, simplement, j'ai retenu quelques thèmes qui pourraient effectivement nous intéresser tout de suite. Les rapports de l'école avec l'ESS, la laïcité et l'ESS, et notamment tout ce qui a été dit à propos d'Ashoka. Et puis l'histoire de l'ESS aussi qui a été évoquée en début de l'exposé pourrait peut-être porter autour d'une question que j'avais peut-être un peu introduit dans ma conclusion tout à l'heure. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui a à voir avec celle que nous avons jusqu'à présent vécue, au moins jusque dans les années 80? Voilà, mais peut-être y a-t-il d'autres questions? Bon, je m'appelle François Marteau, j'ai animé pendant des années un cours d'économie sociale et solidaire à l'IDS à Cantleux, qui forme les travailleurs sociaux. J'ai arrêté en 2017
en raison de mon âge, mais je fais le rapprochement entre ce qui s'est passé depuis que j'ai cessé d'enseigner et la date d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé dans votre intervention des éléments que je trouve très positifs, même si je suis assez réservé sur vos tableaux, qu'on a vus très rapidement à la fin, et que je crois il faut manier avec prudence. Par contre, tout ce que vous... Oui, celui-là est sur les différentes sources d'énergie, etc. J'aimerais y regarder de plus près, mais on n'a pas le temps et on n'est pas là pour ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est à partir de la feuille de route du délégué interministériel à l'économie sociale et solidaire, la réflexion que vous avez menée sur ce que l'équipe Macron met en œuvre dans ce domaine-là comme étant un révélateur de sa conception de la société. Car Macron, c'est peut-être un banquier, mais pour moi, c'est avant tout un idéologue. Et c'est un idéologue qui a une conception de la société extrêmement affinée, et vous avez très bien décrit tous les dangers qui sont derrière un certain nombre de ce qu'on appelle des réformes. Quand on utilise le mot réforme, en général, c'est pour laisser croire qu'on va faire mieux. Mais tout ce qui est en train de se passer, ce ne sont pas des réformes, ce sont des reculs par rapport à notre philosophie de la solidarité, de l'accès à l'inégalité. Et votre intervention, j'ai bu le petit lait, parce que vraiment, tout ce que vous avez saisi sur la manière dont on veut faire évoluer l'économie sociale et solidaire dans ce projet de société qu'on veut nous imposer et que beaucoup de Français récusent, je constate, mais qu'ils sont obligés de subir, faute de solutions alternatives aujourd'hui, puisque la gauche est dans l'état où elle est. Voilà, je vous remercie de votre intervention, ça m'a beaucoup éclairé parce que j'avais un peu 2 ans de retard à cause de la retraite. Merci pour cette séance de rattrapage. Mais merci beaucoup pour votre intervention et pour tant de... Enfin, merci beaucoup. Voilà. On pourra reparler des tableaux, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous transmettre mes recherches, il n'y a pas de souci. Au début de votre intervention, vous avez salué la mémoire de notre collègue directrice qui s'est suicidée ces derniers jours. Et elle explique dans sa lettre qu'elle est submergée de travail et qu'elle n'arrive plus à faire face aux responsabilités qu'on lui donne. Elle m'a rappelé qu'il y a maintenant 3 ans, j'étais à cette époque-là DDEN, délégué départemental de l'éducation nationale, et j'exerçais mes fonctions dans une petite école rurale du côté entre Le Havre et Rouen. Est arrivé sur le tapis du conseil d'école une information concernant 2 classes de cette école qui, je n'ai pas très bien compris à quoi ça consistait, étaient prises en main par une sorte d'association patronale. Entre Le Havre et Rouen, il y a beaucoup d'usines de pétrochimie. Rouen en sait quelque chose ces jours-ci. Et donc, on proposait à ces 2 classes que tout serait payé. Ils mettent en place une structure de réflexion, d'élaboration d'un dossier sur le thème « Créer votre entreprise ». Voilà. Donc, il faut trouver une raison de créer une entreprise, il faut trouver des moyens, etc. Et c'était pris en main par une entreprise connue qui s'appelle Exxon. Et les gamins, on venait les chercher plusieurs fois par semaine, ils étaient emmenés, ils étaient animés par une dame, paraît-il, charmante, que je n'ai jamais vue, mais qui était très, très documentée, tout était payé, tout était payé. Et donc, si je fais allusion à la collègue qui s'est suicidée, c'est quoi on met en place des structures, et les enseignants sont continuellement à la recherche de sous pour faire tourner la boutique. Ils n'ont pas le temps d'élaborer leur pédagogie. On leur propose un dossier tout prêt, avec des belles pages, des belles images, des belles photos. Et je suis en train de me demander si ce n'était pas des émules de l'association dont vous parliez tout à l'heure à Choca. Alors j'ai déconseillé à mes collègues de s'embarquer dans cette galère, parce que j'ai considéré que ce n'était pas laïque, les entreprises n'ont rien à foutre dans les écoles publiques. Ils ne m'ont pas suivi, mais comme depuis j'ai quitté mes fonctions, je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je sais qu'Exxon a travaillé avec une association qui s'appelle La France s'engage, une association dont le président est
est un socialiste, assez connu, François Hollande. Et donc, je ne sais pas si... Bah non, mais enfin, il faut définir les choses. On ne peut quand même pas laisser faire ça. Non, je ne suis pas socialiste. Donc présidé par François Hollande, et dont un des membres directeurs est la présidente de la Ligue de l'enseignement. Aux côtés d'Exxon Mobil, aux côtés d'autres grands groupes, Total, etc., etc. Et donc, eux, ils ont soutenu, justement, Teach for Friends. D'accord ? Ils l'ont soutenu. Il suffit de lire un de mes articles sur le blog de Catherine Kitzler, Mestul, qui parle de school business, et donc j'établis tous les liens qu'il y a entre eux, hein, d'accord ? Donc oui, je ne serais pas surpris, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, mais je ne serais pas surpris que derrière, il y ait la France s'engage, ce genre de personnes, et qui soutiennent effectivement Ashoka. Alors, quand vous dites une entreprise, ça peut être intéressant de savoir faire une entreprise, et pourquoi pas. D'ailleurs, je serais, si vous me permettez, peut-être pas autant catégorique, mais le problème qu'on a, c'est que on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est pas du tout de créer une entreprise, c'est de faire des auto-entrepreneurs. Ah oui, parce que sitôt qu'il y a des auto-entrepreneurs, ils se débrouillent tout seuls pour tout le reste. Et ça coûte beaucoup moins cher au capital. Enfin, à l'idéologie, pour reprendre les propos de monsieur, et je suis entièrement d'accord avec lui, quand vous dites idéologie, j'aurais presque envie de vous dire religion. Ben, c'est pas nouveau, le néolibéralisme, c'est une religion. Avec un religiere, un religare, il n'y a aucun problème. Donc, oui, il y a une forme... il y a une forme de religiosité là-dedans qui est quand même pas tout à fait dans l'esprit laïque. Alors, l'auto-entrepreneur, c'est très intéressant parce que dans les contrats impact sociaux, vous avez un organisme qui s'occupe de remettre sur le marché de l'emploi des publics éloignés de l'emploi. Moi, j'aime beaucoup quand on dit public éloigné de l'emploi. Ça veut dire quoi? C'est quoi éloigné de l'emploi? Enfin, on parle de quel éloignement là? On parle de quelqu'un qui vient d'être tombé au chômage et qui va retrouver enfin, ça fait 3 mois qu'il ne bosse plus, ou alors on parle de quelqu'un qui ne peut plus prendre un emploi parce qu'il a été mutilé, ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui ne peut pas prendre un emploi parce qu'il y a des problèmes personnels, de santé, etc. On parle de c'est quoi éloigné de l'emploi? Première question. Deuxième question, donc vous avez compris que c'est un contrat impact social. Hein. Si l'organisme remplit son rôle, la personne publique rémunère les entreprises privées, et donc s'endette auprès des entreprises privées. Et donc réinsérer sur le marché de l'emploi. Vous savez ce qu'ils font? Ils leur apprennent à devenir auto-entrepreneurs. Et donc, s'ils font ça, donc on est d'accord qu'il n'y a pas de CDD, qu'il n'y a pas de CDI, hein. Il n'y a rien. Hein. Donc en fait, ça s'appelle une arnaque. Mais c'est le contrat impact social. Et donc, si ça s'est remporté, alors à ce moment-là, rémunération de la personne publique à l'entreprise privée. On accumule de la richesse. Point terminé. Pas plus compliqué. En ce moment, Christophe Itier revient à la charge avec ses contrats impact sociaux parce qu'il n'a pas bien réussi à les faire passer. Je pourrais vous en donner des tonnes, si on a le temps de 2 secondes. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple qui est éloquent, mais éloquent, on y va. Ça me concerne puisque c'est la sauvegarde du Nord, c'est à Lille. Christophe Itier était le directeur de la sauvegarde du Nord, élu dans des conditions assez incroyables. Alors, je ne dois pas le dire parce que, bon, voilà, donc je ne vais pas me gêner pour le dire. Donc, c'est très simple. Il faisait partie d'un cabinet d'audit. D'accord? Et lorsqu'il a fallu trouver un nouveau président, excuse-moi Pierre, je te fais des grands gestes, un nouveau remplaçant comme au poste de directeur à la sauvegarde, il s'est lui-même proposé sur le poste. C'est vrai que c'est facile quand on met l'audit de se proposer soi-même sur un poste. Donc voilà, ça c'est ce qu'il a fait. Bref, donc il devient directeur de la sauvegarde du Nord. Et puis on fait un constat. Après il part, il va au ministère, après s'être pris une pelle aux élections législatives, enfin bref. Et donc on fait un constat. On se rend compte que dans le Nord, vous avez à peu près 15% à 20% de placements en foyer de plus que dans le reste du territoire. En gros, quand vous avez des jeunes qui sont en difficulté, ils peuvent être placés soit en foyer, soit en famille. Dans le Nord, vous avez 15 à 20% de jeunes en plus qui sont placés en foyer. Petit problème, un jeune en foyer, c'est 60 000 € l'année. C'est ce que ça coûte. Un jeune en famille, 2 000 à 3 000 €. Donc, il faut, pour permettre, un peu plus, certes, mais enfin bon, c'est donc pour permettre au département de faire des économies, parce que l'État n'a plus d'argent, c'est bien ce que dit Itier,
Eh bien, monsieur Itier, il faut donc plus mettre des jeunes en famille qu'en foyer. Et donc, contrat impact social, passé entre la Sauvegarde du Nord, le MOUSE, dont monsieur Itier a été un des fondateurs, et BNP Paribas et la Caisse des dépôts et consignations, un des contrats impact sociaux, c'est de réussir à placer 100 jeunes de plus tous les ans, non plus en foyer, mais en famille. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On recrute une armée, un escadron de travailleurs sociaux. Bon, très bien. Alors moi, je suis sûr d'une chose. Ils vont réussir à le faire, ce contrat impact social, et ça va marcher. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a deux raisons. En matière éducative, il y a toujours des erreurs. Donc effectivement, il y a peut-être des jeunes qui sont placés en foyer alors qu'ils ne devraient pas l'être. Première chose. Deuxième chose, un contrat impact social, c'est sur 3 ans. Alors moi, c'est surtout ça la raison. Hein. Je voudrais savoir, supposons qu'un jeune qui était en foyer arrive en famille. D'accord? Tout se passe bien, le contrat impact social est rempli. Et puis, au bout de 4 ans, il repart en foyer parce que ça se passe mal. Alors, la personne privée rend l'argent? C'est un succès, c'est un échec, c'est quoi? Le temps éducatif, c'est pas du tout le temps d'un contrat. Le temps éducatif, c'est un temps qui est toujours long. Enfin, long ou court, enfin, on ne peut pas savoir le temps que ça va être. Donc, sur 3 ans, ça me paraît un petit peu hardi. Et donc, le problème, c'est que ça va être pris de cette façon-là. D'autant plus que, à un moment donné, un travail en foyer, c'est pas un travail en famille. Un travail en famille, c'est de la thérapie familiale, avec des gens formés pour. Un travail en foyer, c'est des éducateurs spécialisés. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes formations, c'est pas le même public. Sur 3 ans, ça me paraît quand même un petit peu douteux. Et donc, voilà le contrat impact social entre la Sauvegarde du Nord et la Caisse des dépôts et consignations, BNP Paribas, etc. Voilà, un exemple. Donc, autrement dit, une arnaque. La personne publique va s'endetter auprès des partenaires privés. Et quand on prend le rapport du Sénat numéro 734, parlant des partenariats publics-privés dans le bâtiment, donc je parle du rapport du Sénat, hein, c'est pas un organisme révolutionnaire non plus. Hein. Le rapport du Sénat assimile les partenariats publics-privés dans le bâtiment à des crédits revolving faits aux particuliers. C'est exactement ce qu'ils disent. Et c'est exactement ce qui se passe dans le social. Ashoka, c'est quoi? Eh ben, c'est un entrepreneur social, c'est lui qui a créé la marque entrepreneur social, c'est le pionnier, il investit partout la société, il a le temps de rentrer et de pénétrer la société, 20 ans, 30 ans, il a le temps, pas grave. Progressivement, il met ses billes en place et il fait transiter le système, il fait basculer, c'est une cheville ouvrière.